Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'innovation au service de la mobilité. Je me présente Victor Poudelet, directeur chantier communauté de Propulsion Québec. Je vais avoir la chance d'animer ce webinaire et vous présenter les différents conférenciers qu'on va avoir aujourd'hui. Je voudrais remercier la communauté métropolitaine de Montréal et Ecotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, avec qui nous avons organisé cet événement. On est très content de voir le nombre de participants augmenter. On est déjà à plus d'une cinquantaine connectés aujourd'hui. Je vous propose de commencer. Donc, l'objectif aujourd'hui est vraiment de présenter des nouvelles solutions de mobilité pour inspirer les municipalités, les membres de la communauté métropolitaine de Montréal et les autres municipalités ailleurs au Québec à déployer des nouvelles solutions en mobilité, que ce soit en termes de véhicules, d'infrastructures ou de services ou de solutions logicielles. L'objectif est vraiment de les inspirer pour pouvoir, leur permettre d'avoir de nouvelles idées pour améliorer leurs opérations et aussi contribuer à l'essor des transports électriques intelligents au Québec. L'ordre du jour va être assez simple aujourd'hui. On va vous présenter rapidement un rapide aperçu de l'écosystème des transports électriques et intelligents au Québec, qui est une pépite qui est souvent méconnue. Ensuite de ça, nous allons passer au travers de certaines grandes tendances qui influencent le secteur des transports et de la mobilité pour que tout le monde puisse vraiment comprendre quelles sont ces grandes tendances et quel va être l'impact sur le secteur des transports au cours des 10, 20, 30 prochaines années. Ensuite de ça, nous aurons une présentation de Francis Lepage de IVEO qui va revenir sur les principaux objectifs et bénéfices de la réalisation d'un projet pilote pour des villes et des municipalités. Et enfin, nous aurons la chance d'avoir donc la présentation de 6 idées de projets par des entreprises québécoises innovantes qui offrent toutes des solutions distinctes et variées et qui ont été sélectionnées pour contribuer à cette inspiration et qui vont présenter leurs solutions et les défis auxquels ils répondent. Donc, rapidement, pour ceux qui n'ont pas le plaisir de connaître Propulsion Québec, on est la grappe des transports électriques et intelligents, la grappe industrielle des transports électriques intelligents. On a été créé fin 2017 par le gouvernement du Québec. On rassemble aujourd'hui près de 180 membres. Notre objectif, comme la plupart des grappes industrielles au Québec, c'est vraiment de mobiliser les acteurs de notre filière pour accélérer le développement de l'industrie et vraiment faire en sorte que le Québec puisse saisir les opportunités stratégiques de son écosystème, que ce soit l'écosystème industriel, mais aussi l'écosystème institutionnel et académique, afin de se démarquer sur la scène mondiale. Évidemment, dans notre cas, on parle des transports terrestres, électriques et intelligents. Et donc, on couvre à la fois le volet des véhicules et des infrastructures. Au niveau de notre écosystème, donc comme je le mentionnais, on a plus de 180 membres au sein de la grappe industrielle, mais évidemment, il y a un écosystème plus large d'entreprises et d'organisations qui gravitent autour de ce membership-là. On regroupe généralement les entreprises et les organisations selon 5 grandes familles, catégories, si vous voulez, que vous avez à l'écran ici, pour venir présenter l'écosystème. On a notamment tout ce qui est infrastructure de recharge, donc tout ce qui touche aux bornes de recharge et aux infrastructures en lien avec la recharge. Tout ce qui est infrastructure intelligente, donc les infrastructures qui vont communiquer avec les véhicules et les autres infrastructures qui peuvent être pertinentes pour pouvoir gérer les différents aspects en lien avec les transports. On a évidemment donc toute la portion de la fabrication et du développement des véhicules électriques et des différents systèmes et composantes qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication de ces véhicules. Tout ce qui est véhicules intelligents, et toutes les technologies embarquées qui peuvent être utilisées pour optimiser l'utilisation de ces véhicules-là, et aussi le déploiement de certains types de véhicules innovants. Et enfin, la 5e catégorie, donc tout ce qui touche aux nouveaux services de mobilité. Là, on parle d'autopartage, de covoiturage, etc. Donc, toutes ces organisations qui se positionnent avec soit de nouveaux modèles d'affaires, soit de nouvelles offres de services qui se démarquent dans l'écosystème.
Alors au Québec, comme on dit souvent à la grappe, on fabrique de tout sauf des voitures. Donc au niveau véhicule, que ce soit électrique, intelligent, donc on va vraiment de la trottinette jusqu'au train, en passant par les fourgonnettes, les autobus scolaires, les camions lourds, les vélos, les trains légers sur rail. Donc on a vraiment une très grande expertise qui est reconnue à travers le monde dans ces différents créneaux ou secteurs de niche, comme on les appelle, qui sont les transports un peu spécialisés. En plus des véhicules, évidemment, le Québec possède une grande expertise dans tous les autres systèmes qui se touchent ou qui sont reliés au secteur des transports. Donc, tout ce qui est équipement de recharge, gestion de la circulation, valorisation de données, tout l'aspect des capteurs, l'optique photonique, les solutions V2X, donc V2X qui signifie de véhicule to something, donc véhicule à quelque chose, donc tous les aspects de connectivité, de communication, et aussi tout le développement de systèmes de propulsion électrique ou hybride. Donc, on a vraiment une panoplie d'expertise au Québec. On a de nombreux acteurs qui sont très engagés dans ces différents sous-branches de la filière des transports électriques intelligents. Je vais aller donc à la deuxième partie des grandes tendances. Avant de commencer, en fait, j'ai oublié de vous mentionner que vous avez l'option en tout temps de poser des questions en utilisant le petit outil de questions-réponses ou Q&A pour ceux qui ont l'interface en anglais qui se trouve normalement, je pense, au bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Tous les conférenciers vont pouvoir les voir. On va traiter les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent afin de pouvoir les adresser pour le bénéfice de tout le monde. Puis, les différents conférenciers qui vont présenter leur entreprise pourront aussi faire des suivis par écrit directement pour répondre à vos questions. Après la présentation, je pense que la communauté métropolitaine de Montréal partagera la présentation aux personnes inscrites et vous pourrez, par le biais de Propulsion Québec ou de la CMM, évidemment, nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur certains éléments. On sera toujours ravis de faire un suivi avec vous. Donc ça, c'était la petite aparté. On revient donc au contenu de notre présentation. Donc, au niveau des grandes tendances, évidemment, on pourrait parler pendant une heure de ce qui se passe dans l'industrie des transports. Vous voyez beaucoup de choses apparaître depuis quelques années dans les médias, dans les différentes sources d'informations spécialisées. Évidemment, avec la pandémie, on dit que c'est venu augmenter, accélérer certaines tendances qui étaient émergentes. Ça a créé de nouvelles tendances, de nouvelles solutions. Bref, c'est un écosystème qui est très changeant. Je peux vous le dire, en étant dedans au quotidien, on apprend des choses nouvelles à tous les jours. Il y a des nouvelles annonces, des nouveaux positionnements d'entreprise, des nouveaux produits, offres de services qui sortent. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire en quelques minutes, c'est vraiment passer au travers des grandes tendances vraiment macroscopiques à long terme d'ici 2050 pour que vous puissiez, quel que soit votre niveau de connaissance par rapport à ces tendances-là, que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et comprendre ce qui s'en vient dans l'industrie du transport. Le parc nord-américain de véhicules en 2019, on est environ autour de 300 millions d'unités. Donc ça, c'est tout véhicule confondu, que ce soit les voitures, les véhicules lourds et d'autres types. Et c'est sûr que si on regarde les critères, on va dire, traditionnels qui influencent ce parc de véhicules, que ce soit le niveau de la qualité de vie, donc en lien avec le PIB, que ce soit la population, la démographie et les autres tendances, on peut s'attendre à avoir une croissance de presque 30%, enfin 27% de ce parc au cours des 20-30 prochaines années, puisqu'on s'attend à voir ces différents paramètres, que ce soit la population, le niveau de vie, augmenter. Cependant, cette évolution normale ou attendue va venir se faire perturber par différentes nouvelles tendances, nouvelles technologies, un peu comme dans tous les secteurs de l'industrie. On a vu le virage qu'a fait les télécommunications au moment de l'apparition des téléphones intelligents et en particulier de certaines technologies. D'autres industries connaissent aussi des changements assez importants et donc l'industrie du transport n'est pas épargnée par ces grandes tendances disruptives.
Si on essaie de résumer en quelques mots ces grandes tendances, on utilise souvent un acronyme qui est le CAP en français, ou en anglais, vous pourrez voir CASE, C-A-S-E, ou ACE, A-C-E-S, donc qui veut dire au final la même chose. Donc on parle de C pour connecter, A pour autonome, P pour partager, E pour électrique. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que au cours des 20, 30, 40 prochaines années, on s'attend à ce que l'industrie des transports et de la mobilité au sens large fasse un virage vers des modes de transport et des services de transport qui vont être donc premièrement connectés, donc avec l'intégration de plus en plus importante des nouvelles technologies dans les différents services de mobilité ou véhicules qui les rendent connectés, qui sont en mesure donc de collecter de la donnée, mais aussi de la partager avec soit l'entreprise mère ou avec d'autres utilisateurs. Ça va créer des nouvelles synergies, ça va créer de nouvelles opportunités. Autonome, évidemment, vous avez tous entendu parler de l'avènement des véhicules autonomes. Quand est-ce qu'on aura des véhicules autonomes et qu'on pourra dormir en faisant Montréal-Québec derrière le volant? Personne ne le sait, puis tout le monde on peut s'amuser à donner des idées d'années, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est que grâce à la connectivité et à l'intelligence croissante des véhicules, on évolue au fur et à mesure des années vers cette tendance-là. Et bien qu'il y ait plusieurs stades d'autonomie dans les différents véhicules, on parle généralement de 5 stades, on évolue progressivement pour atteindre ces différents stades. Pour vous donner un ordre d'idée, on cite souvent les dernières Tesla qui ont un mode autopilote comme étant des véhicules d'un niveau entre 2 et 3. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça prend comme innovation si on veut vraiment se rendre à un niveau stade 5 où on peut vraiment littéralement rien faire en arrière de son véhicule. Ensuite de ça, les grandes tendances, puis on le voit de plus en plus, que ce soit dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites agglomérations et municipalités. Il y a vraiment une tendance importante à aller vers des services et des systèmes de transport partagés. Donc, que ce soit le transport collectif, qui n'est pas une nouveauté, je vous l'accorde, mais aussi une nouvelle forme de mobilité, que ce soit le covoiturage, l'autopartage et les autres types de services. Donc, c'est vraiment une tendance qui est importante et qui va avoir un impact évidemment direct sur le nombre de véhicules disponibles sur la route, parce que si on passe d'un modèle où on a tous notre propre véhicule individuel, voire parfois plusieurs par personne, à un modèle où on partage, où on échange, où on utilise les véhicules d'autres personnes pour pouvoir optimiser la propriété de ce genre de produits, ça va entraîner une réduction du nombre de véhicules, notamment les véhicules légers sur la route. Et enfin, la dernière lettre de cet acronyme, donc E pour électrique, parce que évidemment, face au changement climatique et aux nouvelles préoccupations qu'on doit avoir à l'égard de ces perturbations-là, les transports électriques font partie de la solution. Évidemment, on s'entend pour dire que ce n'est pas la solution unique et miracle pour pouvoir régler le problème, mais ça fait partie de la solution. Et évidemment, par transport électrique, on peut inclure là-dedans différentes technologies. On parle de véhicules à batterie, on parle de véhicules à pile à combustible, notamment avec l'hydrogène, mais ces différentes technologies ne sont pas toutes au même stade de maturité et ne répondent pas toutes aux mêmes besoins. Donc, c'est sûr que les technologies, si on prend la technologie des véhicules à batterie, ça va répondre à certains besoins, ça a un certain niveau de performance selon une certaine utilisation, mais ça ne va pas répondre à l'ensemble des utilisations potentielles de certains types de véhicules. Donc, il va y avoir vraiment un cocktail de solutions qui va devoir être développé, que ce soit au niveau des systèmes de propulsion et du type d'énergie qui est utilisé, mais aussi du type de véhicule, du type de service de mobilité. Donc, on arrive vraiment avec cette tendance à une évolution dans l'industrie, et cette évolution va avoir un impact direct sur le parc de véhicules. Au-delà des comportements et de ces évolutions, ce qu'on observe et ce qu'on anticipe aussi, c'est la création de hubs de mobilité pour le transport de personnes. Donc, d'avoir une concentration où entre chaque pôle, chaque agglomération, chaque municipalité,
Et les personnes, les citoyens vont utiliser des modes de transport dits moyens ou lourds. Donc, on parle d'autobus, enfin d'autocars, d'autobus, de trains légers et d'autres voies de transport pour pouvoir se déplacer d'un centre de mobilité à un autre centre de mobilité ou appeler ça un hub pour ensuite de ça vraiment utiliser des modes beaucoup plus légers. Donc, pour le dernier kilomètre ou le premier kilomètre pour se rendre au hub. Ce que ça va avoir comme impact, évidemment, c'est que on va avoir une concentration des passagers dans des véhicules plus gros pour faire de plus longues distances et l'apparition de nouveaux modes, le renforcement de certains modes de transport, que ce soit des transports actifs ou des transports légers pour les déplacements, on va dire, de courte distance. Cette tendance, elle est aussi vraie pour le transport de marchandises, puisque aujourd'hui, on a une certaine densification dans les différentes agglomérations. On a une consommation de plus en plus importante de produits et services par les citoyens. Avec l'avènement évidemment du e-commerce, ça a bouleversé toute l'industrie de la logistique et du transport de marchandises. On a des attentes de la part des consommateurs qui sont grandissantes à l'égard des différentes plateformes d'achat ou des commerçants. Maintenant, c'est quasiment devenu la norme de se faire livrer dans les 24 heures quelque chose qu'on a acheté sur Internet, alors qu'au final, il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et donc, pour répondre à ces besoins, à ces attentes, il y a aussi toute une transformation de l'industrie de transport des marchandises qui va avoir lieu par la création, encore une fois, de centres de consolidation de marchandises. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui va être de plus en plus présent. Et ensuite de ça, l'utilisation de véhicules plus légers, plus adaptés et de véhicules plus propres, notamment les véhicules zéro émission, pour faire encore une fois le dernier kilomètre. Avec l'avènement comme on l'a dit tout à l'heure, des véhicules autonomes, on peut rêver aussi à avoir de nouvelles formes de livraison. Vous avez une petite icône de robot livreur. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, puisqu'il y a déjà des tests, surtout au moment du début de la pandémie. Ça a été un bon prétexte pour tester ce genre de technologie. Donc, il y a des tests qui se font ailleurs dans le monde. Et c'est des choses qu'on surveille, qui pourront arriver au cours des décennies à venir. Donc, ces grandes tendances-là et l'intégration des technologies de transport électrique et intelligentes dans l'industrie du tendance, au final, ce que ça va avoir, c'est que ça va avoir un effet inverse sur la taille du parc nord-américain de véhicules. Et on s'attend, puis encore une fois, l'objectif n'est pas de s'arrêter sur le chiffre parce que personne ne sait ce qui va se passer en 2050, personne n'a de boule de cristal, mais on s'attend à avoir quand même un renversement de la tendance et une baisse faible, mais quand même significative du parc de véhicules nord-américains au cours des 40 prochaines années. Donc, parce que les nouvelles technologies, les nouveaux systèmes de propulsion vont faire en sorte qu'on va avoir besoin de d'autres types de véhicules, qu'il va y avoir une concentration des passagers et des marchandises dans certaines formes de véhicules, et donc le nombre de véhicules qui vont être nécessaires pour pouvoir répondre à la demande de transport va diminuer. En conséquence, si on regarde l'impact que ça va avoir sur les différents types de véhicules, que ce soit au niveau des véhicules légers, au niveau des véhicules moyens et des véhicules lourds, on va avoir une baisse ou une stagnation des véhicules légers et on va avoir une augmentation des véhicules lourds. Vous voyez, je m'étais mis une petite note pour me rappeler de vous inscrire à la source de cette étude-là sur cette diapo. Ça sera fait dans la présentation. Je m'excuse d'avoir oublié de cet ajout, mais donc ces graphiques-là et le détail de ces tendances, vous pourrez trouver ça dans l'étude que Propulsion Québec a publiée sur son site web qui s'appelle Horizon 2050. Donc les nouvelles tendances en mobilité, et on fait aussi tout le parallèle avec l'impact de ces tendances sur tout le secteur de la main-d'œuvre. Voilà, ça fait le tour de l'introduction et des grandes tendances qu'on voulait vous présenter. Je vais céder la parole à Francis Lepage de IVEO qui va nous présenter les principaux objectifs et bénéfices de réaliser des projets pilotes en mobilité. Merci Victor. Bonjour à tous. En fait, oui, effectivement, je vais prendre les quelques minutes à venir pour parler d'objectifs et de bénéfices des projets pilotes. On sait que, oui, peut-être la présentation dans l'autre sens, Victor, s'il vous plaît, merci.
Oui, en fait, l'écosystème québécois en fait regorge de solutions et d'entreprises qui présentent en fait beaucoup de produits qui peuvent être utiles pour les municipalités. Mais l'étape, la phase plus critique, c'est souvent la phase de mise en marché. Et puis c'est là que l'approche projet pilote est une approche qu'on dit gagnante, puisque ça permet d'une part pour les entreprises en fait de tester et puis de valider en fait le produit et surtout d'acquérir une première vente ou des premières ventes qui leur permet de crédibiliser la solution. Et du côté des municipalités, ben, au-delà même de l'aspect seulement que de s'amuser avec le dernier jouet, quand l'expérimentation fonctionne, ben, en fait, ça permet de trouver des solutions qui permettent d'améliorer les pratiques là, à l'interne ou les services aux citoyens. Donc, l'essentiel de mon message s'explique par le petit schéma ici, qui est un schéma tiré des théories du marketing de l'innovation. En fait, essentiellement, le point central, c'est de trouver le bon fit entre le besoin et le produit. Donc, c'est-à-dire autrement que le produit réponde à 100% aux besoins, finalement. L'approche de projet pilote, en fait, ce qui est important, c'est d'essayer de réduire ou de circonscrire, soit toujours dans un contexte municipal, j'entends, de circonscrire le projet soit à une partie de territoire ou de le circonscrire avec une certaine durée dans le temps. Ça permet d'avoir un projet d'une taille raisonnable et puis de minimiser les risques et puis de pouvoir aussi ajuster, faire tous les ajustements de façon agile. Il y a un petit, au bas du graphique, on voit l'acceptabilité. Qu'est-ce qu'on entend par acceptabilité? En fait, c'est à la fois l'acceptabilité auprès des citoyens quand on parle je sais pas, de services de transport à la demande, par exemple, mais aussi l'acceptabilité quand il y a des solutions qui s'adressent aux opérations internes aux municipalités. Donc, que ce soit les employés qui adhèrent à une nouvelle façon de faire, qui changent leur comportement, qui utilisent un nouvel outil. Donc, c'est toujours un élément qui est qui est à prendre en considération et qui est encore une fois, plus facile d'aborder dans un projet de petite taille. Ensuite, petit rappel pour l'aspect réglementation pour dire que tous les projets s'insèrent toujours dans un cadre légal et réglementaire. Ça va de soi. Certains projets de petite taille ou d'une complexité moindre, on peut pas de grandes préoccupations en la matière, mais si on pense notamment aux navettes autonomes qui ont été déployées à Montréal et à Candiac en mode projet pilote, bon, ça a pu aller jusqu'au décret gouvernemental pour pouvoir faire rouler la navette sur les voies publiques. Donc, c'est un cas un peu extrême, mais c'est une dimension à avoir en tête. Et puis, au niveau du financement, ben, en fait, le but aujourd'hui, c'est pas de lister tous les programmes d'aide qui existent, mais c'est de garder aussi en tête qu'il existe des programmes autant au palier fédéral que provincial qui permet, dans certains cas, de financer, du moins en partie, des projets pilotes pour les expérimenter. Et puis, ça permet de cette façon-là de réduire aussi la pression financière pour exercer ces tests-là. Donc, pour conclure, je résume un peu les éléments clés, là, mais c'est en fait donc toujours bien s'assurer de résoudre un vrai besoin et de répondre à un vrai enjeu et de ne pas le perdre des yeux au fur et à mesure que le projet se développe. De toujours circonscrire le projet finalement, soit en termes de territoire ou dans le temps, pour minimiser les risques, minimiser l'implication financière, permettre un ajustement plus agile, mesurer l'impact du projet, regarder les bons coups, aussi les moins bons, et puis finalement, partager ces apprentissages-là au sein des communautés, là, par les différentes conférences ou rencontres qu'on aura un jour sûrement de nouveau physiquement. L'idée étant de ne pas reproduire les mêmes erreurs et encore et encore. Donc, c'est ce qui résume le petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, Victor, je te recède la parole. Merci beaucoup, Francis. Désolé pour les petits Aucun problème. de diapo. Ma souris est sensible. Donc, si on continue donc, la présentation, donc, avant de vous présenter et de donner la parole aux entreprises, on voulait juste vous expliquer en fait le processus, pourquoi aujourd'hui on a fait le choix de présenter seulement certaines entreprises. On aurait bien aimé avoir un événement présentiel, avoir beaucoup plus d'entreprises participantes, avoir des kiosques, etc., pour vraiment
pouvoir vous inspirer et vous donner plein d'idées de projets à déployer dans vos différents territoires et municipalités. Malheureusement, pour des raisons externes de notre volonté, ça n'a pas été possible. Donc, on a dû faire des choix. L'approche qu'on a utilisée était vraiment une approche par appel à projet pilote. Donc, on a lancé un appel à idées au sein de l'écosystème dans nos différents réseaux pour que les entreprises proposent des projets pilotes innovants et concrets qui sont en réponse aux besoins des municipalités. On a eu 29 projets qui ont été soumissionnés, donc on était très content de la réceptivité des entreprises de l'écosystème à travers tout le Québec qui ont proposé leur candidature. On ne pouvait pas malheureusement présenter les 29 aujourd'hui, même si ça nous aurait fait très plaisir. Mais donc, pour en sélectionner un certain nombre, on a mis en place un petit jury composé de la CMM, Propulsion Québec, IVO, le CIAMIL et Jalon Montréal pour pouvoir choisir certains projets parmi la liste de 29. Donc, on en a retenu 6 et les principaux critères pour que vous puissiez comprendre l'approche qu'on a utilisée couvrait à la fois la maturité de la solution. Donc, on voulait que les idées de projet qui vous étaient présentées aujourd'hui puissent être suffisamment matures pour être déployées à très court terme dans vos municipalités si c'était quelque chose qui vous intéressait. On voulait aussi voir des choses donc, originales qui répondaient aux besoins des municipalités pour s'assurer que ce n'était pas déconnecté évidemment avec l'auditoire, qui pouvait vous permettre d'avoir un impact sur votre territoire, donc de répondre à certains enjeux, soit en termes de fluidité de durabilité ou d'autres aspects sociaux, et donc aussi un aspect de facilité de déploiement à court terme, donc pas forcément une facilité technologique, mais plus en termes de prérequis ou de ressources que ça demandait pour pouvoir avoir des projets, encore une fois, là, qui puissent vous aider à identifier des opportunités d'innovation. L'objectif, et puis je le répète parce que c'est important, on veut que le message soit clair. Notre objectif n'est pas de vous recommander des technologies, de vous recommander des solutions. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter des idées de projet pour pouvoir, en espérant peut-être allumer une étincelle chez vous pour pouvoir voir au cours de la prochaine année plus de projets pilotes en mobilité électrique, en mobilité intelligente, en mobilité durable ou en mobilité active, excusez-moi, pour pouvoir répondre à vos besoins et aussi contribuer au déploiement de solutions qui sont développées ici au Québec, parce que c'est aussi ça l'objectif de la rencontre, c'est de vous montrer qu'au Québec, on a énormément d'entreprises et d'organisations qui ont énormément de potentiel dans le domaine. Donc, l'ordre de présentation que nous allons suivre aujourd'hui est un ordre alphabétique. Donc, il n'y a pas d'ordonnancement en fonction des entreprises. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Sabine Lenné-Vano, présidente de Concept GB. Sabine, je te laisse prendre le contrôle du plancher. À toi. Voilà, ça devrait être bon. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Sabine Lenné-Vano, donc cofondatrice et présidente de Concept GB. Nous sommes une entreprise manufacturière, de Sherbrooke qui propose des solutions de mobilité pour les villes intelligentes et durables. Donc, notre objectif, c'est d'aider les municipalités à optimiser leurs déplacements et à diminuer leurs émissions de GES. Et donc, pour ce faire, on va offrir un véhicule électrique innovant qui va être adapté à des déplacements métiers et qui va venir en complément ou en remplacement d'une flotte de matériel roulant déjà existant. Et ce qu'on va faire, c'est diminuer le coût en limitant justement l'usage inapproprié des véhicules thermiques et en facilitant les déplacements. De l'autre côté, on va aider, donc, comme je disais, à réduire les émissions de GES. On peut aider et diminuer les émissions jusqu'à 12 tonnes par GB utilisé. Et puis, de plus, nous sommes maintenant reconnus on vient juste de recevoir le label, des 1000 solutions de la Fondation Solar Impulse, suite vraiment à un processus rigoureux de sélection et qui promeut les technologies durables et rentables. Alors, ensuite, j'ai reperdu
Voilà. Donc, la solution que l'on va vous proposer, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est donc, nous avons développé un véhicule électrique à position debout qui est vraiment basé sur la robustesse. Donc, il est vraiment axé sur une position de conduite, un confort de conduite et une accessibilité à tout le monde. Et il va pouvoir être utilisé par les villes et les différents départements de villes de toute taille, hein, que ce soit une toute petite ville ou une très grosse ville. Il va permettre justement de réaliser, de faciliter la réalisation des activités qui demandent un déplacement. Et il va offrir un gain de temps considérable parce qu'en fait, il va pouvoir aller partout, il est tout-terrain, et il va aussi offrir une ergonomie de travail qui va vraiment permettre d'augmenter la productivité. Donc, il est très ergonomique, très sécuritaire. Voilà. En tant que gestionnaire, vous vous demandez quelles vont être les conditions de réussite pour l'implantation de ce type de projet pilote. Et en fait, on a un déploiement qui est très facile, hein, c'est catégorie, je dirais, cycle électrique, 2 roues. Donc, l'entretien n'est pas très important. Les requis ne sont pas très importants. Hein. Il faut pouvoir stationner un 2 roues et pouvoir utiliser des prises de courant. Et bien sûr, il faut pouvoir s'inscrire et vouloir s'inscrire dans le projet pilote qui est supervisé par la SAAQ, parce qu'il faut savoir que le Geely est le seul véhicule à position debout qui est autorisé à circuler sur la voie publique et sur les pistes cyclables au Québec. Les conditions de succès, comme le disaient Patrice et Victor, c'est toujours important de démarrer par un département, hein, il ne faut pas le déployer à grandeur, mais un département qui va pouvoir l'utiliser et vraiment pouvoir évaluer quels vont être les gains, les bénéfices qui vont en être retirés, avoir des personnes ressources et puis simplement ensuite pouvoir le déployer dans d'autres départements. Donc nous, ce qu'on vous demande bien sûr, c'est de pouvoir tester le Geely. L'essayer déjà, ça permet d'ouvrir et de comprendre beaucoup plus à quoi est-ce qu'il peut être utilisé. Donc, j'attends vos questions. Merci. Excusez-moi, à chaque fois que je réactive mon micro, ça change de page, je m'excuse. Merci beaucoup, Sabine. Peut-être une question, puis tu as abordé le point dans ta première diapo, mais les avantages ou le caractère distinctif d'une telle technologie donc à 2 roues par rapport à d'autres véhicules qui sont actuellement utilisés par les employés des municipalités? Alors, en fait, l'intérêt, c'est que le prix est vraiment le prix d'un vélo électrique. On est dans cette gamme de prix, mais ce qu'on s'en aperçoit justement lorsqu'on fait le wrap-up des projets, c'est que on remplace l'usage d'un véhicule thermique, donc d'une automobile ou d'un pick-up ou d'un véhicule spécialisé. C'est vraiment ça notre corps, c'est que l'on permet de limiter le recours soit à l'auto-solo, et on permet de limiter l'usage inapproprié des véhicules thermiques et spécialisés. Donc, en effet, on va aller faciliter la circulation des gens. C'est accessible à tout le monde. Hein. 98% des personnes qui l'essayent l'ont en moins de 20 secondes. Et c'est très facile à utiliser. Donc, on va éviter le recours aux véhicules. Et par rapport à un vélo, c'est vraiment l'ergonomie de travail, le embarquer-débarquer qui est vraiment facilité. Et par rapport à une automobile, c'est, je dirais, avoir un véhicule qui est plus proche de l'activité. Puis un véhicule à 2 roues pour transporter une personne seule, c'est vraiment le transport idéal. Puis au niveau de l'autonomie, justement, en termes de temps ou de kilomètres, on nous demande dans les questions-réponses, est-ce que tu peux nous donner des informations? Oui, alors l'autonomie du Geely se situe entre 50 et 60 km sur une charge. La recharge prend 4 heures, donc ça permet, on est vraiment dans la courte à moyenne distance. Et puis, on a certains utilisateurs qui l'utilisent beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont dans des environnements contrôlés à très faible vitesse, donc ils peuvent rouler toute la journée avec. Même en hiver? Même en hiver, on a une petite baisse, mais on a des gens qui ne l'utilisent pas, plutôt simplement 10 jours par an. Donc, en effet, en étant bien habillé, le Geely fonctionne très bien, lui. D'accord. Puis une dernière question, est-ce que la SAAQ prévoit bientôt d'autoriser l'utilisation du Geely en dehors du cadre des projets pilotes? En fait, actuellement, tout le monde peut l'utiliser. C'est simplement qu'il faut avoir sa formation et s'inscrire dans le cadre du projet pilote. Mais en effet, l'étape
après le projet pilote SAAQ, ça va être vraiment de demander la modification ou l'adaptation de la réglementation, puisqu'actuellement le GB est assimilé à une bicyclette électrique, mais est cantonné sur certaines voies qui sont au maximum à 50 km/h. Parfait. Ben, écoute, merci Sabine. On a d'autres questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions à l'oral, mais je t'invite à aller voir les questions-réponses et y répondre directement par écrit. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Félix Laroche, PDG et fondateur de Jacarto. Bonjour à tous. Merci Victor pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un jumeau numérique pour accélérer la mobilité. Un des défis pour la mobilité, c'est d'avoir une connaissance absolue des infrastructures civiles et urbaines. Bien entendu, avec la méthode de cueillette traditionnelle, c'est un processus qui était long et coûteux. De là, la timidité de ne pas mettre en place et surtout de ne pas mettre à jour. Souvent, c'est peu représentatif, pauvre en détail, selon les méthodes de cueillette des données qui ont été utilisées dans le temps. Parfois à jour, mais rarement mises à jour. Question de budget, de délai. Beaucoup de municipalités vont avoir des données en format maison sans standard. Ça ne répond pas toujours aux standards de l'industrie, souvent avec erreurs et incomplets. Des erreurs par omission, des erreurs humaines, mais aussi, surtout, les données ne sont pas toujours faciles à accéder. Le partage même devient parfois impossible. Donc, nous, notre solution, c'est de créer un jumeau numérique de la province de Québec. Bien sûr, un jumeau numérique de Jacarto. Un jumeau numérique de Jacarto, ça signifie une qualité de données. On veut dire par des données de qualité, des données fidèles, précises, à des niveaux centimétriques. À jour et mise à jour, notre offre de service, c'est vraiment de mettre à jour la province de Québec, toutes les municipalités à jour de façon annuelle. On offre des données standardisées et uniformes. On est assez avancé en intelligence artificielle pour être capable de sortir des jeux de données standardisés. Rapide, accessible, nos données. On veut dire par rapide technologiquement, mais aussi avec nos outils comme Jakartown, ça devient utilisable par tout le monde de n'importe où. Économique et moderne. Par moderne, on parle de rapidité, d'accessibilité, de technologie. Pourquoi un jumeau numérique? Pour explorer, pour simuler dans un monde virtuel à distance, sans les inconvénients d'aller sur le terrain. Pour inventorier et qualifier les objets, tous les objets qui sont vus, géoréférencés et mesurés. Par géoréférencé, on parle de l'effort de géolocaliser les objets dans le but d'être capable de les comparer dans le temps ou avec d'autres sources, de les extraire, de les intégrer dans vos logiciels. Le fait que vous n'êtes pas emprisonné dans la solution vous permet de l'intégrer ailleurs. On aurait pu dire exporter. On aime laisser les professionnels prendre une partie des données et les intégrer à leur système qu'ils utilisent déjà. Pour qui? Pour tous les acteurs en mobilité, bien sûr, les gens qui planifient la mobilité, la fluidité du trafic, les déplacements, que ce soit en signalisation, en feu de circulation. Aussi les professionnels du territoire, les géomaticiens, les urbanistes, les ingénieurs civils. Au niveau du déploiement, prérequis, les conditions de succès, pour nous, pour le déploiement, il y a une chose qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on contrôle moins. Notre cueillette de données est partie. Cet été, on a dû faire environ 25% de la province, donc environ 25 000 km de réseau routier. Pour un jumeau numérique de la province, à jour, idéalement, ça prend aussi un consensus des intervenants, que ce soit municipal et gouvernemental. Une planification stratégique de l'acquisition, surtout pour les territoires en haute demande ou les territoires à haut risque. On a juste à penser aux zones inondables. Mais aussi, on s'entend sur le fait que la précision centimétrique, c'est bien, c'est un luxe, mais pour le futur, ça va être parfait. Quand on va parler de conduite autonome, de véhicules autonomes, d'avoir une cartographie HD de haute précision, ça va être très important. Quand on parle au niveau du traitement de la donnée, nous, on produit de la donnée 2D et 3D. Le 3D, c'est notre force, mais
on comprend que le 2D est important pour ramener les données sur des cartes, à la Google Maps, par exemple. Quelques exemples de données qu'on va pouvoir, les thématiques de données qu'on va pouvoir extraire, on va parler de signalisation, d'éclairage, des routes, tout ce qui est mobilité active, pistes cyclables, les réseaux aériens, on pense aux télécommunications, hydroélectricité, d'être capable de bien les positionner, de savoir où ils sont situés, aussi tous les aspects par rapport au drainage, les courbes de rue, les niveaux des rues. Donc, c'est important, c'est de l'information qui est dure à aller chercher sur le terrain, mais avec Jakarta, ça devient de plus en plus simple. On parle de données, mais on parle aussi d'attributs aux données. Hein, on prend l'exemple, par exemple, d'un lampadaire, mais on peut avoir le type de lampadaire, sa dimension, son état, le matériau, la couleur. Puis l'interopérabilité, l'interopérabilité des systèmes, c'est important pour nous. Il y a des formats connus dans l'industrie, il y a des logiciels pour tous les professionnels comme Esri et AutoCAD. Donc, on ne veut pas réinventer la roue. Ces logiciels-là, ils sont là, ils fonctionnent très bien. Donc, prenez nos données, intégrez-les dans vos systèmes. Vous allez pouvoir faire d'excellents produits avec dérivés. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à communiquer avec moi. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci Félix. Oups, pardon, excusez-moi, encore une fois. Merci, merci Félix pour ta présentation. Moi, j'ai une petite question pour toi, pour les gens qui ont peut-être pas encore vu vos unités. Comment concrètement là, vous procédez pour réaliser cette jumelle numérique? Parce que tu parles de facilitation, mais toute votre acquisition de données, comment ça se passe concrètement? On a bâti des unités de captation, là, des petits camions là, à la Google Truck équipés de lidars de très haute précision qui nous permettent de prendre 2 millions de mesures à la seconde. Ces mesures-là nous permettent de créer le nuage de points, donc le modèle 3D des données. À ça, au camion, il y a 5 caméras haute définition qui nous permettent de faire l'imagerie, les bulles 360 à la Google Street View et ainsi on a 2 autres caméras qui focusent sur la signalisation routière afin d'avoir une meilleure interprétation des panneaux de signalisation. Donc, on a tout assemblé ça ensemble, puis on a bâti la chaîne de traitement des données pour être capable de créer le jumeau numérique d'une ville. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole donc, à Jimmy Perron, qui est président et directeur scientifique de NSIM Technologies. Merci beaucoup. Donc, je me présente. Jimmy Perron, président et directeur scientifique de NSIM Technologies. On a démarré l'entreprise en 2004 à Québec dans l'objectif de toujours faire de l'innovation une priorité chez nous. Nous sommes spécialisés en cartographie, en objets connectés. On a depuis 16 ans développé plus d'une 50aine de projets pour différents marchés, que ce soit militaires, des marchés de la sécurité publique, des transports, pardon, des marchés municipaux. Avec notre expertise et nos années d'expérience dans le marché municipal, on a mis en place un processus de gestion de produits afin de vous demander à vous, les municipalités, quels étaient vos besoins en matière de mobilité. Donc, on a identifié avec vous certains défis auxquels vous faisiez face. Donc, les défis, dans le monde des travaux publics, vous nous avez indiqué en fait qu'il existait encore beaucoup de processus manuels, des processus papier, que le passage vers le numérique devenait vraiment un incontournable pour faire partie du mood de la ville intelligente, pour ne nommer que ce beau mot à la mode. Donc, vous vouliez quoi? Vous vouliez améliorer l'efficacité des opérations, contrer la pénurie de main-d'œuvre, diminuer les plaintes, améliorer le service aux citoyens. Ça paraît des grands thèmes, mais l'objectif, en fait, c'est d'informatiser les processus opérationnels des travaux publics. Donc, les cartes papier pour les opérations de déneigement, les opérations de balayage de rue, la collecte des matières résiduelles, l'entretien des infrastructures, pour ne nommer que ceux-là. Donc, je crois que vous êtes beaucoup plus au fait de vos processus que vous avez informatisés actuellement. Et on a remarqué que dans les municipalités, surtout dans le domaine des travaux publics, on a beaucoup de systèmes GPS, on a beaucoup de systèmes pour les gestionnaires, peu de systèmes pour les opérations. Donc, notre solution
Rasters.io est une solution et plus qu'une plateforme de suivi véhiculaire, c'est vraiment une plateforme de gestion des opérations de travaux publics. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous soyez en mesure de créer vos parcours, de suivre votre progression en temps réel pour toutes les opérations, que ce soit de déneigement, de balayage de rue, donc tout ce qui nécessite un parcours particulier pour les travaux publics. Et on a un module de gestion hivernale là, qui est unique au Canada. On a une autre chose qui nous a été beaucoup demandée, c'est justement, c'est bien de diffuser ou de définir nos parcours, de voir les progressions, que les contremaîtres, les superviseurs puissent le faire, mais on veut diffuser l'information aux opérateurs. On veut justement, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, diminuer le temps de formation, diminuer le temps que l'opérateur va passer à regarder son papier à minuit du soir quand il y a une tempête de neige pour savoir est-ce qu'il doit tourner à droite sur cette rue-là, démarrer l'épandeur, est-ce qu'il doit démarrer le tel système à tel endroit. Donc, vous le savez, les parcours de déneigement, de salage, de balai de rue, c'est vraiment fastidieux pour des opérateurs temporaires, des gens qui arrivent, il y a beaucoup de mobilité de main-d'œuvre. Donc, on a vraiment développé une application mobile, virage par virage, qu'on met dans une tablette ou un téléphone cellulaire directement dans le camion, qui permet à l'opérateur de suivre ses instructions, mais spécialisées. Donc, un système à la Google Maps, mais spécialisé pour les opérations de travaux publics. Donc, il va lui indiquer de faire des demi-tours, qui va permettre de faire du trottoir, qui va permettre de faire du parking, qui va permettre de faire toutes les informations qui sont disponibles dans votre cartographie à la ville. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de simplifier, amener l'opérateur en 2020. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, lui donner les outils supplémentaires pour l'aider dans son travail. Donc, éliminer les parcours papier, diffuser les instructions spécialisées, c'est l'objectif. Donc là, j'essaie de changer ma slide, mais elle ne change pas, Victor. Est-ce que tu peux... Parfait, merci. Donc, les prérequis pour le déploiement, en fait, c'est une solution entièrement infonuagique, SaaS en mode location. Donc, on fournit la tablette de connexion cellulaire, l'application, la formation, le déploiement, vous n'avez rien à faire. L'installation véhiculaire qui est simple, qui est rapide. Donc, un dock, une tablette, ça finit là. L'opérateur arrive, rentre son PIN, c'est terminé. On a des heures de conduite, rondes de sécurité qui sont disponibles avec plusieurs partenaires aussi, on fait affaire. On est déployé actuellement dans plusieurs villes où on est actuellement en déploiement et d'autres villes en opération pour dire que vous allez avoir un succès avec le déploiement de ce genre de technologie-là. Il faut que vos processus soient déjà bien définis et bien identifiés. Donc, si c'est le cas, c'est facile de les informatiser, évidemment. Il doit y avoir une personne en charge pour le contrôle des processus. Donc, si personne s'en occupe, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et oui, un désir d'innover parce que la résistance au changement peut être un petit peu ardue lorsqu'on s'adresse à, disons, des opérateurs où ce n'est pas naturel, peut-être pour eux, d'avoir des technologies dans le camion. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou... ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Jimmy. Laisse-moi juste voir si on a des questions dans le chat. Donc non, pas pour l'instant, mais donc pour tous les participants qui assistent en ce moment, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Jimmy pourra y revenir. Je laisse la parole maintenant à Catherine Fugère, directrice marketing de Orange Trafic. Catherine, je me mets sur mute et je te laisse le... Merci, Victor. Hop. Oh, excusez-moi. Bon, pardon. Alors, merci pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les systèmes de voie dynamique d'Orange Trafic. Alors, à quel défi répond notre solution? Mais premièrement, au défi de la congestion.
Puis, on réalise en ville que souvent, il y a encore trop de véhicules avec seulement un conducteur sur les routes. Puis, souvent, c'est parce que les conducteurs trouvent qu'il n'y a pas assez de gain de temps lorsqu'on utilise les transports en commun. Alors, il y a un manque de fluidité sur tout le réseau routier. Puis, en juin 2020, le Grand Montréal avait déjà reporté des dettes de 523 millions de dollars liées à la diminution de l'utilisation du transport en commun lors de la pandémie. Alors, on peut se dire qu'en scénario de reprise, comme on est en ce moment, c'est vraiment important de rendre ces moyens de transport intéressants et avantageux pour le citoyen. Alors, aussi, il y a le non-respect des indications par les usagers de la route. Il y a de la congestion inutile due au manque de visibilité des différents panneaux statiques. Et puis, il y a beaucoup de distractions pour les véhicules sur la route et maintenant aussi dans les véhicules avec toute la technologie qui s'y retrouve. Alors, il y a une belle initiative du MTQ en juin 2019 de normer les panneaux dynamiques, comme quoi ils sont complètement fermés lorsque la voie n'est pas réservée, par exemple, au transport en commun ou encore lorsqu'une interdiction de virage à gauche n'est pas en fonction. Alors, comme on voit ici, c'est un style d'installation qu'on a fait sur le boulevard des Laurentides, où est-ce qu'en heure de pointe, la voie du centre est réservée aux autobus et elle revient à sa condition normale lorsque la circulation est plus fluide. Alors, je vais vous présenter différentes solutions. On vient de voir un système de voie réservée sur le boulevard de Laurentides à Laval, mais nous avons aussi cette solution-là instaurée, par exemple, à la Ville de Québec, qui a été vraiment avant-gardiste avec son déploiement. Là, ça fait déjà quelques années que ça a été installé pour pouvoir permettre une plus grande fluidité sur leur réseau. On a aussi les systèmes de vitesse variable, ici aussi installés à la Ville de Québec, mais on a plusieurs déploiements, notamment à Rosemont et à Rivière-du-Loup. Ça, ici, c'est très pratique dans les zones scolaires où on peut indiquer la vitesse maximale de 30 km/h lorsque les écoliers sont présents à l'école, puis aussi un système de renforcement par wig-wag permettant d'augmenter la visibilité du panneau et la sécurité des écoliers. Puis, là, lors des soirs, des week-ends, pour optimiser la fluidité, on peut remettre la voie à 50 km/h. La troisième solution que je vais vous parler, c'est les voies réversibles. Ici, installées sur le pont Jacques-Cartier. Puis, lorsque, en heure de pointe, il y a 3 voies pour entrer sur l'île de Montréal, permettant un plus grand flot de véhicules vers la ville, puis l'inverse le soir. On a aussi fait un déploiement similaire sur Avenue du Parc, où est-ce que c'était impossible d'ajouter une voie, comme on le sait à cause qu'il y a des commerces de chacun des côtés, mais on a pu mettre un système de voie réversible pour favoriser le flux de trafic en heure de pointe. La quatrième solution, c'est l'interdiction de virage à gauche. Ici, une installation à Toronto où on doit garder le panneau statique aussi parce que malheureusement, ce n'est pas encore normé là-bas. Mais depuis l'installation de ces interdictions de virage à gauche pour augmenter la fluidité, il y a une diminution de 46 % des infractions liées au non-respect des panneaux aux intersections. Alors, pour qui ces solutions s'adressent? C'est vraiment toutes les municipalités qui ont à leur charge soit un réseau de transport en commun avec les voies réservées, les zones scolaires avec nos panneaux à vitesse variable, des axes routiers où il y a de la congestion dans un sens aux heures de pointe avec les voies réversibles, puis aussi des intersections où il y a des mouvements conflictuels qui peuvent générer de la congestion, comme on voit ici avec l'interdiction de virage à gauche. Alors, pour les prérequis et les conditions de succès, Orange Trafic, nous, on se fie vraiment à vouloir avoir de la simplicité, mais aussi de l'efficacité. La simplicité, puisque nos panneaux sont déjà normés au MTQ. En fait, les panneaux dynamiques sont normés par le MTQ. C'est un déploiement qui est une installation qui est super rapide. Il n'y a aucune nécessité de travaux majeurs ni de réaménagement de vos infrastructures en amont. On peut même faire des installations avec les infrastructures déjà mises en place. Puis, c'est des solutions qui peuvent être connectées aux besoins pour pouvoir permettre une surveillance, puis connaître l'état de vos panneaux à distance, évitant certains voyages de techniciens qui peuvent être inutiles. Aussi, l'efficacité afin d'offrir un meilleur service aux citoyens. On veut pouvoir permettre une augmentation de l'usage du réseau de transport en commun, puis ça va devenir une solution favorable pour eux.
Puis, ça va augmenter la rentabilité pour vous, les municipalités, de ce réseau de transport en commun. Il va y avoir une plus grande vigilance des conducteurs, ce qui va créer une diminution des accidents, une plus grande sécurité, mais aussi des infractions des automobilistes. La fluidité optimale en tout temps, c'est vraiment ça qu'on vise, fait que tout votre réseau au complet va se voir plus efficace. Alors, Orange Trafic, on est vraiment ouvert à discuter avec vous, de parler de vos problèmes que vous retrouvez dans vos municipalités. Fait que mes informations sont là, n'hésitez pas, on peut discuter de vos différents enjeux puis développer une solution innovante ensemble. Merci. Merci beaucoup. Catherine, peut-être une petite question en termes d'installation de ce type de panneaux sur la voie publique, vu que c'est des panneaux évidemment qui nécessitent une certaine alimentation électrique. Est-ce que c'est un processus lourd ou est-ce que ça s'installe quand même relativement facilement pour pouvoir alimenter ces panneaux? C'est vraiment une installation facile. Là, souvent, il va déjà avoir de l'électricité à proximité, alors on peut juste le rendre si il y a des coffrets de circulation, par exemple. Fait que c'est vraiment un déploiement là, qui peut se faire super rapidement. Puis, si possible, utiliser les infrastructures existantes. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Catherine. Sans plus tarder, on va passer à l'avant-dernière présentation. Donc, je vais laisser la parole à Éric Garzon, directeur de développement des affaires chez PVP Technologies OpenFleet. Éric. Bonjour. Bonjour, Victor. Ça va? Oui, ça va bien. Victor, je ne sais pas si mon écran est noir. Là. Je ne sais pas si tout le monde voit quelque chose. Est-ce que tu as la présentation debout? Oui, la présentation est là, sur la page d'accueil. D'accord. OK. Ben, je ne la vois pas. Ça va être mon écran alors. OK. Pas de trouble. On va commencer. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, Victor et l'équipe, pour ce webinaire. Franchement, excellent boulot sous les contraintes d'aujourd'hui. C'est un peu spécial. Alors, merci d'avoir fait tout ça. Nous sommes OpenFleet. On est une compagnie montréalaise. On est une quinzaine de personnes. On est dans le Myland et puis on travaille depuis des années à développer des solutions innovantes. Et OpenFleet, précisément, c'est le partage des véhicules, l'autopartage des véhicules par la technologie. Alors, Stéphane Savouret, qui est le président et fondateur de la compagnie, est aussi en ligne avec moi. Il est là pour besoin. Et puis nous, on va vous parler un petit peu d'une perspective qu'on a sur le monde des véhicules. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a à peu près, en Europe et en Amérique du Nord seulement, on parle de 600 millions de véhicules qui sont utilisés à peu près 5% du temps. Ce sont des statistiques qui sont bien connues. C'est un des actifs les plus chers et les moins utilisés qu'on a. Alors, c'est un peu ça qu'on regarde. On se dit, ce serait une excellente occasion de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser et réduire ce parc et augmenter l'utilisation des véhicules. Alors, nous, notre plateforme, si tu veux passer à la deuxième page, les défis, s'il te plaît. Notre plateforme d'autopartage permet d'accomplir avec essentiellement 20 véhicules, ce qui se fait aujourd'hui avec 30 véhicules. Je lance un chiffre comme ça, une réduction d'environ 30% du parc. Et ça, c'est sans impact à la mobilité, au service, à la qualité des services non plus. Et ça, on le réussit en numérisant la clé, c'est-à-dire on la rend virtuelle, et en automatisant les processus, de sorte que la gestion du véhicule, donc son accès, etc., sont gérés par la compagnie, le propriétaire du service. Si tu veux bien passer à la 3, s'il te plaît, notre solution. Alors, notre solution, il s'agit là de regarder, d'abord, ça comprend, vous voyez la photo, il y a un téléphone, il y a un parc de véhicules. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y a 3 éléments. Le premier élément, on ne le voit pas sur la photo, mais c'est la plateforme de contrôle. C'est là que se passe toute la base de données, qui a droit, quels sont les véhicules, qui ont accès, etc., la gestion, les droits d'utilisation du véhicule, le contrôle du calendrier, etc. Et puis là, donc, la plateforme de contrôle, c'est là que le propriétaire du parc de véhicules va pouvoir contrôler tous les aspects de sa flotte. Le deuxième aspect, c'est le téléphone qu'on voit là, c'est le service cloud. C'est ce qui permet au véhicule d'être contrôlé par son téléphone ou une carte RFID si il n'y a pas de téléphone disponible. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça gère la clé virtuelle qui est maintenant dans le téléphone. Ça gère le calendrier et la disponibilité du parc, c'est-à-dire qui est quand et où, etc. On regarde aussi l'algorithme de réservation. Donc, nous-mêmes, en tant qu'usagers, on peut préconiser ou recommander ou demander des accès et des disponibilités de certains véhicules. Et finalement, pour le gestionnaire de flotte, il y a aussi l'aspect télémétrie du véhicule. Donc, où, quoi, comment, etc. Le logiciel à bord, c'est la troisième partie. C'est ce qui se trouve dans une petite boîte qu'on installe dans le véhicule même. Et là, c'est là qu'il y a le contrôle d'abord de la connectivité avec le cloud lui aussi.
Donc, ensuite, on a la fonction verrouillage et ouverture des portes. Il y a la fonction authentification du chauffeur, parce que c'est bien de dire qu'on se présente à un véhicule, mais il faut confirmer que c'est la bonne personne qui se présente au bon véhicule. Il y a la protection anti-vol. Et finalement, il y a la gestion du véhicule. Donc, s'il y a un accident, quelque chose, des dommages ou autre, ben, on peut tout gérer là-dessus. La troisième slide, s'il te plaît. Le déploiement. Alors, les conditions de succès pour nous, c'est d'abord, on vise évidemment au moins un parc de 10 véhicules. Il n'y a pas de maximum, mais il y a certainement un minimum pour la rentabilité. Les véhicules peuvent être électriques, ils peuvent être thermiques, ils peuvent être petits, ils peuvent être gros. Il n'y a pas vraiment de limitation en termes des véhicules automobiles, camions, etc. Pour nous, le deuxième point important, c'est la communication cellulaire. Donc, il faut qu'on ait accès à un réseau cellulaire. Il faut qu'il y ait une bonne couverture dans la municipalité. Et puis, je vous dirais que c'est préférable, mais ce n'est pas un requis absolu. On a développé des solutions en Bluetooth et via RFID qui fonctionnent très bien sans nécessairement avoir une bonne couverture cellulaire, mais certainement, ça améliore la qualité du service et la facilité de l'utiliser. Notre clientèle idéale pour nous, c'est qui? D'abord, pour les municipalités, on vise deux types de services. C'est-à-dire, on peut offrir ce service-là carrément à la ville pour son parc propre de véhicules. Donc, ce qu'on voit dans une ville, il y a les véhicules pour les inspecteurs, les véhicules pour l'entretien, la sécurité, etc. Donc, tous ces véhicules-là, en général, ce qu'on observe, c'est que les véhicules sont trop souvent stationnés. Alors, vu que c'est un coût de capital et vu que c'est un véhicule qui nécessite de la maintenance et de par sa présence doit être assuré, etc., mais pourquoi pas diminuer? Donc, le parc même du véhicule municipal, c'est une cible idéale. Et maintenant, ce qu'on voit aussi qui ressort et qui a déjà été discuté à plusieurs reprises dans le passé, c'est d'avoir l'autopartage des citoyens. Alors ça peut se faire soit par des parcs de véhicules de la ville même ou bien d'autres parcs de véhicules, ça peut être des véhicules privés ou autres. Mais l'idée, c'est d'offrir maintenant une espèce d'autopartage, donc une mobilité augmentée ou accrue aux citoyens via des véhicules empruntés sur une courte base, quelques heures à la fois. Alors, à titre d'exemple, dans notre passé, on a équipé tout le parc de taxis Théo quand ils étaient en vie, dans la première itération. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2016, on a équipé toute la flotte au complet pour donner et contrôler l'accès aux chauffeurs. C'est-à-dire que le chauffeur, maintenant, qui est assigné à différents taxis, pouvait conduire, accéder le véhicule, faire leur tournée et ramener le véhicule au garage quand c'était le temps, parce qu'on faisait aussi la gestion de la batterie. Alors, avec ça, ça veut dire que le chauffeur, maintenant, quand il a fini sa tournée avec un client, bien là, le véhicule il lui disait « Non, non, tu n'as pas le temps de prendre un autre client, il faut que tu ailles refaire une recharge. » Alors, tout ça, c'est géré par notre système. Et donc, on gérait la batterie et les chauffeurs. Et un autre exemple en cours présentement, c'est à la Ville de Montréal. On a équipé une vingtaine de véhicules dans l'arrondissement Montréal. Et puis là, toute la fonction inspection de la ville au complet se fait par le petit parc de véhicules équipés de nos équipements. Alors, on est bien content. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est juste à peu près à 300 mètres environ de notre bureau. Donc, c'est pratique pour nous et pour eux aussi. Et en tout cas, en conclusion, dernière slide, s'il te plaît. Je vous remercie à tous de votre intérêt. C'est une excellente opportunité pour nous. Et puis, j'adore le fait que le Québec, en général, soit tellement mindé, économie, écologie, etc. Donc, c'est super positif d'avoir une plateforme comme celle-ci et d'autres organisées par Propulsion et les groupes CMM pour vraiment pousser nos technologies, notre avance et tout. Et puis voilà, pour nous, ce sera au plaisir d'échanger avec vous. Gênez-vous pas, nos coordonnées sont sur l'écran, Stéphane ou moi-même. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, merci beaucoup, Eric. Peut-être une petite question avant de passer la main à la dernière entreprise. En termes d'infrastructure numérique, donc tu as mentionné évidemment que votre service était sur le cloud. Tu as parlé d'avoir soit l'utilisation d'un téléphone ou d'avoir des cartes RFID, mais est-ce que pour les municipalités clientes, est-ce que ça nécessite d'autres infrastructures numériques qu'elles doivent internaliser ou pour elles, c'est assez simple à utiliser? En général, c'est très simple à utiliser. Ça prend un ordinateur de plus, c'est tout, au niveau centre de contrôle, quelqu'un qui va être assigné à la gestion du parc. Alors, il y a un petit peu de travail en termes de mise en place parce que d'abord, il faut rentrer tous les véhicules qui vont être mis à disposition. Chaque véhicule, il faut l'identifier, son numéro de série, etc. Après ça, il faut identifier les chauffeurs qui ont le droit de conduire. Si c'est des employés, est-ce qu'il y a des classes spéciales? Par exemple, un camion nécessite une classe 2. Est-ce que le chauffeur qui fait la demande a la classe nécessaire? Donc, il y a un petit peu de travail en amont à faire. Ça, en général, ça se fait relativement bien. Ça prend une semaine ou deux là, pour régler tout ça. Après ça, il y a la vérification des véhicules, s'assurer que les véhicules sont conformes mais compatibles plutôt avec nos technologies parce que quand même, vu qu'on touche la partie accès aux véhicules,
il faut qu'on ait des accès au réseau du véhicule. Donc, il faut qu'on puisse parler au barrage des portes, le verrouillage, etc. et aussi l'antidémarreur. Alors, évidemment, un véhicule moderne, il n'y a pas de problème. Mais si on amène des véhicules un peu plus vieux, disons 2009 et avant, des fois, il y a des petits concerns. Mais en général, véhicules modernes, surtout des véhicules électriques, il n'y a aucun problème. On a fait tout un éventail de marques européennes et nord-américaines, donc on est vraiment prêt à ça. Ce n'est pas un problème du tout. Et puis pour le reste, c'est une question d'apprentissage très rapide. Quelques vidéos, il y en a très, très bien compris. Aujourd'hui, avec Airbnb, qui nous a déjà tout formé, on est vraiment prêt à partir. Parfait, merci beaucoup. J'aime ton allusion à Airbnb. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. Je vais laisser la parole à notre dernière entreprise, donc Caroline Arnouk, fondatrice et présidente de Technologie OPA. Caroline, je me mets sur mute et je... Parfait. Donc, bonjour, chère communauté. Mon nom, c'est Caroline Arnouk et je vais vous présenter une solution innovante qui est le logiciel OPA pour la gestion et la coordination des fermetures de rue, des entraves à la circulation, mais aussi des détours à la circulation pour les piétons, les autos, les vélos, les autobus. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, récemment, tout le monde en parle. On a vu... parler de ce défi-là. Donc, voilà un petit extrait. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le son, mais malheureusement, c'est une question qu'on reproche souvent à la Ville de Montréal au niveau de la coordination de la communication des chantiers de construction. Donc, c'est un sujet maintenant que toutes les villes font face à cause qu'on veut investir dans les infrastructures. C'est quelque chose d'important. Ces fermetures de rue vont causer de la congestion routière, des accidents de vélo, quand on communique pas assez ou pas bien ou pas du tout aux commerçants qui ont une fermeture de rue devant leur commerce. Ils n'ont pas le temps de prendre des mesures de mitigation. Aussi, il y a les services d'incendie, d'ambulance et de police à qui on doit s'adresser et donner accès à ces informations-là au bon moment. Donc, vous avez vu présenter tantôt avant moi beaucoup de technologies qui sont tout à fait pertinentes pour notre territoire, le territoire de la CMMM, mais ça prend une vue d'ensemble, de bien coordonner, de bien attacher toutes ces technologies-là pour que justement les investissements aient de la valeur. Donc, voyons maintenant les cartes disponibles aux citoyens. Oh, on revient ici. Donc, on a une première carte qui est Québec 511, donc on voit quelques informations. Après ça, on a la carte Info-Travaux, on voit aussi d'autres informations. Après ça, on a des villes qui décident de partager les informations sur plusieurs cartes. Donc, vous imaginez, pour un citoyen, c'est un peu difficile d'aller vérifier, valider plusieurs cartes. Après ça, on a d'autres municipalités qui vont décider de faire des outils internes, mais ils vont être butés à la maintenance, aux mises à jour, à amener plus d'innovation. Après ça, on a d'autres qui vont carrément pas marcher. Donc, on a aussi des projets qui veulent afficher où est-ce qu'il y a des fermetures, mais un pin sur une carte, ça donne pas grand-chose. Et après ça, on a des cartes qui sont principalement... les sources de données viennent principalement donc de monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce manque de centralisation-là nous a poussé, nous, à innover et développer un outil qui va centraliser, qui va aider autant pour planifier, coordonner, communiquer entre les parties prenantes, mais aussi au public. Donc, notre promesse chez Technologie OPA, c'est d'offrir la solution OPA qui permet de mieux planifier, coordonner et communiquer toutes les entraves à la circulation au niveau visuel dynamique, d'aller chercher les détails des fermetures de rue, au niveau des phasages, des détours à la circulation, de pouvoir afficher aussi ces informations-là sous un format d'échéancier, d'aller chercher des couches de données collectées pour pouvoir détecter des conflits avec des arrêts d'autobus, des stationnements, de communiquer l'information, soit d'envoyer des avis de chantier, soit d'inviter, par exemple, les utilités publiques à accéder à la plateforme pour qu'ils planifient en même temps et coordonnent avec la municipalité ou le ministère des Transports, par exemple, les interventions, mais aussi d'aller détecter en un seul clic les types de conflits, comme par exemple un conflit entre une fermeture de rue, un autre chantier et un détour à la circulation, et aussi avec un clic d'aller afficher ces informations-là en temps réel sur une carte publique sur le site web de la ville ou de l'organisation en un clic. Donc, on peut aussi partager l'information à Waze ou à d'autres systèmes.
Au niveau du déploiement, c'est un outil convivial, efficient et accessible. Pour les départements internes et externes, ça prend une formation de 2 heures. Le déploiement peut se faire en 3 semaines. On a 2 choses à configurer, la fiche de projet et les couches de données que le client ou les utilisateurs aimeraient avoir accès. Ça va être en respectant les processus internes et ça peut convenir à toute taille d'organisation. Pour les départements de technologie de l'information, il n'y a rien de requis. La seule chose, c'est d'avoir accès à Internet. Les données appartiennent aux clients et on peut faire des connexions ou non à des systèmes internes et externes. Finalement, on encourage d'avoir des regroupements d'organisations pour avoir des abonnements. Donc, c'est un format d'abonnement mensuel ou annuel. C'est 100% infonuagique et c'est en fonction du nombre des utilisateurs et de la taille de l'organisation. L'accès au public est illimité. Donc, voilà pour la présentation. Merci de votre écoute et je serai ravie d'avoir vos questions. Merci beaucoup, Caroline. Donc, tu as mentionné que que ça permettait de donner accès à l'information à la fois aux équipes internes et aussi au public. Tu as parlé de l'intégration au niveau des outils de gestion qui peuvent être déjà utilisés par les professionnels dans les différents services des municipalités. Et qu'en est-il au niveau de l'intégration dans les sites web des municipalités? Donc, il y a plusieurs options. Soit qu'on donne accès à une carte qui va être intégrée au site web de l'organisation avec les données que l'organisation souhaite de partager. Donc, ce n'est pas nécessairement toutes les données qui sont dans l'outil de gestion interne entre les départements et les parties prenantes. L'autre option, c'est que j'ai montré plusieurs exemples de plusieurs villes qui ont déjà des cartes en ligne. Donc, on peut se servir de ces cartes-là, les garder en place, mais servir de haut pas pour envoyer ces données-là aux cartes qui sont déjà en place. Et nous, on s'occuperait donc d'envoyer ça en temps réel. L'utilisateur, avec un clic, la donnée sera envoyée et communiquée au public. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup, Caroline. Merci. Donc, ça fait le tour des présentations qu'on voulait vous faire d'entreprise aujourd'hui. Évidemment, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir presque 29 projets qui ont été soumis. Vous les avez tous ici à l'écran. On les a catégorisés selon des grandes familles de projets. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de tous vous les présenter, mais on tenait quand même à vous partager l'information. Puis vous allez la voir dans la présentation, une courriel de suivi qui va être effectué pour que vous puissiez aller vous-même voir l'information sur ces différentes entreprises, sur les technologies qu'ils développent et sur éventuellement les opportunités que ça pourrait amener dans vos municipalités. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous inspirer, puis on espère qu'on aura peut-être fait germer certaines graines d'innovation chez certaines de vos équipes ou dans certaines de vos municipalités pour pouvoir déployer des solutions innovantes sur vos territoires et encore mieux si c'est des solutions qui ont été développées évidemment au Québec. Pour terminer, évidemment, l'ampleur de ces projets-là peut parfois faire peur par manque d'expertise, manque de temps, manque de ressources pour les déployer. Vous n'êtes pas seul pour réfléchir à ces questions-là. Puis c'est le dernier message qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Évidemment, à travers les différents partenaires auxquels vous êtes affiliés, comme la CMM, comme Propulsion Québec, vous pouvez aller chercher un certain nombre d'accompagnements, un certain nombre de supports, mais il y a aussi des organisations qui sont dédiées au soutien aux municipalités, les OBNL qui ont été mis en place au cours des dernières années, donc notamment le CIAMIL, Jalon Montréal et IVEO, qui sont là justement pour accompagner les municipalités à clarifier les objectifs de projet, à vous accompagner dans la planification, identifier les partenaires, puis ensuite de ça, vous aider dans la coordination des projets. Donc, n'hésitez pas à contacter ces différentes organisations pour pouvoir leur poser vos questions, réfléchir avec eux, puis tester vos idées avec eux avant de vous lancer dans une grande démarche, si ça peut vous faire peur ou si vous identifiez certains risques. Je terminerai juste en vous remerciant de votre participation, de votre attention. On est ravis de voir l'intérêt que vous avez porté à la conférence aujourd'hui. On remercie évidemment les 6 entreprises qui ont participé à l'exercice, qui ont présenté leurs solutions, mais aussi toutes les autres qui ont soumis des idées de projet lors de l'appel à idées. On les remercie vraiment beaucoup et je me permettrai de vous inviter
à une série d'événements qui est destinée aux municipalités, qui a été organisée par différents partenaires, en collaboration avec différents partenaires par Propulsion Québec, donc Impulsion Montréal 2020, qui est vraiment un événement dédié à la gestion des parcs de véhicules, donc pour les organisations privées et publiques. Et donc, vous aurez la chance d'assister à de nombreuses conférences d'experts dans le domaine et aussi des cas d'études d'autres municipalités de partout en Amérique du Nord qui vont venir présenter les différentes démarches, innovations et technologies qu'ils auront déployées sur leur territoire, en espérant que ça puisse contribuer, encore une fois, à vous inspirer à intégrer plus de technologies propres, plus de technologies intelligentes dans les différentes dimensions de la mobilité sur vos territoires. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie encore et je vous invite à surveiller dans votre boîte courriel le courriel de suivi qui va être envoyé par la CMM et Propulsion Québec avec les différentes informations, la présentation. Vous aurez également aussi le lien vers la rediffusion du premier webinaire qui a été effectué début septembre, qui notamment portait sur tous les aspects légaux, parce que c'est quelque chose qu'on a très peu abordé aujourd'hui, mais vous vous posez sûrement certaines questions sur tout le cadre légal du déploiement de projets pilotes et de vitrines technologiques quand on est une municipalité. Donc, vous pourrez revisionner ce webinaire-là de début septembre où un avocat donc, vous présente les différentes dimensions et les différents aspects à considérer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.